Au cœur de la jungle guatémaltèque, là où les brumes planent comme d'anciens esprits parmi la cime des arbres, se dressait jadis le dernier royaume maya indépendant. Des siècles après la chute de grandes cités et la disparition de dynasties entières dans l'oubli, les Itzas s'accrochaient à leurs croyances, à leur langue et à leur fierté. Tayasal, leur cité insulaire du lac Petén Itzá, était plus qu'un refuge. C'était le témoignage vivant d'une civilisation qui refusait de sombrer dans l'oubli. Mais à l'approche des conquistadors espagnols, deux mondes s'entrechoquèrent, l'un avançant au nom de la couronne et l'autre luttant pour son dernier bastion de liberté. Alors que le XVIe siècle projetait son ombre sur la Mésoamérique, le monde maya antique semblait s'être tu depuis longtemps. Nombre de leurs cités majestueuses avaient été engloutis par la jungle, leurs temples jadis magnifiques, devenus les gardiens silencieux du passé. Pourtant, au fin fond du sud, inaccessible au cœur du Petén, un empire subsistait défiant le cours de l'histoire, le royaume des Itzas. Pour les chroniqueurs espagnols, Tayasal était un mythe, une cité insulaire flottant comme un écho d'un autre temps sur les eaux du lac Petén Itzá. De loin, les toits de ces édifices scintillaient comme s'ils se fondaient dans le ciel. Les marchands racontaient l'histoire d'un peuple fier et inflexible, vénérant ses rois et honorant ses ancêtres, tandis qu'autour d'eux, le monde tombait aux mains d'une nouvelle puissance. Pendant des siècles, les Itzas avaient non seulement survécu, mais aussi préservé leur identité culturelle. Leurs rituels, leur langue, leurs traditions astronomiques, tout cela était encore vivant ici. L'île était bien plus qu'une simple cité, un centre politique. C'était le cœur d'un peuple qui refusait de disparaître. Chaque lever de soleil sur Tayasal était une promesse silencieuse, celle que les Mayas, malgré tout, continuaient d'exister. Mais la vie dans ce dernier bastion était loin d'être paisible. Les Itzas vivaient dans un équilibre précaire entre isolement et menace. Autour d'eux, les Espagnols avaient déjà fermement établi leur domination. Des missionnaires s'aventuraient régulièrement dans le Petén, toujours déterminés à convertir les derniers païens. Mais les Itzas refusèrent de les laisser entrer. Plusieurs expéditions échouèrent, certaines disparurent sans laisser de traces dans la jungle, d'autres furent repoussées avant même d'atteindre le lac. Cette indépendance farouche fit de Tayasal une énigme qui éveilla la curiosité et la frustration de la couronne espagnole. Comment un seul royaume pouvait-il freiner si longtemps la progression des conquérants? Quel secret se cachait derrière les murs de la cité insulaire? Et comment les Itzas parvinrent-ils à préserver leurs traditions au milieu d'un monde en pleine mutation? La vérité réside dans la situation géographique unique et l'esprit inébranlable de ce peuple. La végétation dense du Petén était plus qu'un rempart. C'était un labyrinthe que seuls ceux qui y vivaient depuis des siècles comprenaient. Les Itzas connaissaient chaque cours d'eau, chaque sentier caché, chaque obstacle naturel. La jungle elle-même semblait être de leur côté. Pourtant, malgré leur force, les habitants de Tayasal savaient que la pression s'intensifiait. Des nouvelles des conquêtes au nord et au sud leur parvenaient, portées par des réfugiés, des marchands et des éclaireurs. Le monde qu'ils découvraient, le territoire se réduisait comme peau de chagrin. Plus les Espagnols approchèrent du Petén, plus il devenait évident que le sort du dernier royaume maya allait bientôt se jouer. Dans ce silence pesant entre espoir et pressentiment commence le récit du dernier grand défi d'un peuple qui ne s'est jamais soumis. Pour comprendre l'essence de l'Empire Itza, il faut imaginer un monde où le temps ne s'écoule pas de façon linéaire, mais plutôt comme un cycle où passé et présent sont inextricablement liés. Pour les Itzas, ce cycle n'était pas un simple système de croyances, mais le cœur même de leur existence. Chaque action, chaque rituel, chaque décision était liée aux ancêtres, dont ils croyaient que les voix résonnaient encore dans les forêts sacrées. Tayasal était donc plus qu'une cité insulaire. C'était un carrefour sacré entre le monde terrestre et le monde spirituel. Les légendes racontaient le destin des Itzas depuis Chichen Itza, l'un des grands centres de la civilisation maya classique.
Que ce lien fût réel ou symbolique importait peu. Pour les habitants de Tayasal, c'était le signe de leur destinée. Être les gardiens d'un héritage bien plus ancien que les empires qui s'effondraient autour d'eux. Leurs prêtres jouaient un rôle central dans cette structure. Ils observaient les étoiles, traçaient des cycles, interprétaient les présages et déterminaient les jours sacrés. Quelles décisions politiques ou militaires pouvaient être prises ? Pour les Itzas, le ciel était un parchemin des dieux et ceux qui savaient le déchiffrer avaient accès à une vérité qui transcendait le monde matériel. Pourtant, cette spiritualité ne signifiait nullement que les Itzas étaient déconnectés du monde ou pris au dépourvu. Au contraire, c'était un peuple avisé et adaptable. Leurs guerriers étaient entraînés aux tactiques de guérilla. Leurs commerçants empruntaient des routes lointaines et leurs diplomates savaient parfaitement distinguer amis et ennemis. Tayasal n'était pas isolé mais savait ouvrir ou fermer ses frontières selon les besoins. Néanmoins, au XVIIe siècle, des fissures commencèrent à apparaître dans le bouclier protecteur du royaume. De plus en plus de rapports parvenaient à l'île. Des missionnaires convertissaient des villages près du Petain, des bandes armées exploraient de nouveaux sentiers à travers la jungle. Des groupes indigènes étaient décimés par la maladie et l'asservissement. Le monde au-delà des eaux du lac Petenitsa changeait inexorablement et les Itzas savaient que leur temps était compté. Ils furent contraints de partir, mais au lieu de paniquer, ils intensifièrent leurs rituels. Davantage de cérémonies, d'offrandes, de consultations des étoiles. C'était comme s'ils tentaient d'enrayer le cours du destin grâce aux pouvoirs ancestraux de leur culture. Les nuits autour de Tayasal étaient plus souvent illuminées par la lueur rougeâtre des braseros, tandis que les prêtres dansaient, priaient et imploraient la protection des dieux sur les estrades des temples. Pourtant, des voix s'élevaient également, inquiètes. Certains chefs âgés se souvenaient des expéditions espagnoles qu'ils avaient de repousser de justesse. Ils savaient que les prochains envahisseurs seraient de différents, mieux armés, plus déterminés, plus impitoyables. D'autres croyaient encore en un signe divin qui éloignerait les étrangers. Entre ces deux mondes, la foi inébranlable en un ordre divin et l'inéluctable réalité de l'expansion, les Itzas vécurent leur dernière décennie dans un étrange mélange d'espoir, de crainte et d'une fierté inébranlable, car bien qu'ils sentassent leur royaume assiégé, ils croyaient fermement que les dieux ne les trahiraient jamais. Ils abandonnèrent leur peuple. Qu'elle fût née de la conviction ou du désespoir, cette croyance leur conférait une force qui fit d'eux l'un des derniers peuples libres du continent. À Tayasal, sous le cercle immuable des étoiles, un royaume entier attendait l'inévitable, se préparant en silence à ce qui pourrait advenir. Tandis que Tayasal continuait de vivre au rythme immuable de sa nature, au-delà de l'épaisse jungle, une force grandissait, prête à bouleverser à jamais le destin de l'Empire Itza. Les Espagnols avaient depuis longtemps soumis de vastes régions d'Amérique centrale et chaque nouvelle expédition les rapprochait du cœur mystérieux du Petain. Pour la couronne, l'Empire Itza, resté invaincu, était une épine dans le pied, un signe que leur domination n'était pas encore totale. Les premiers récits de la cité insulaire parvinrent aux Espagnols par l'intermédiaire de missionnaires qui avaient osé s'aventurer dans ce monde sauvage. Certains revinrent et parlèrent d'un peuple fier et distant, de guerriers qui s'étaient volatilisés dans les sous-bois et d'une ville qui surgissait comme un mirage dans la brume matinale. D'autres missionnaires disparurent sans laisser de traces. Le Petain les engloutit comme il avait englouti des voyageurs pendant des siècles. Cependant, à chaque expédition infructueuse, ce n'était pas la peur qui grandissait, mais la détermination. Les Espagnols voyaient en Tayasal non pas un simple vestige du passé, mais un obstacle sur la voie de leur domination absolue. Pour les missionnaires, c'était le dernier royaume païen résistant au christianisme. Pour les militaires, un problème politique. Pour les commerçants, un carrefour inexploré de routes potentielles.
Ainsi, malgré son paysage hostile, le Pétain commença à devenir un théâtre d'opérations d'importance stratégique croissante. Les relations entre les Espagnols et les Itzas étaient un curieux jeu d'approche et de répulsion. Parfois, les Itzas recevaient les émissaires avec courtoisie et leur permettaient de s'entretenir avec le roi. D'autres fois, ils refusaient toute rencontre ou forçaient les étrangers à rebrousser chemin. Ce comportement imprévisible déconcertait profondément les chroniqueurs espagnols. Mais en réalité, il s'agissait d'une tactique délibérée. Les Itzas voulaient contrôler leurs frontières, recueillir des renseignements et équilibrer leurs adversaires sans révéler leurs véritables intentions. Avec le temps, cependant, les tensions commencèrent à s'exacerber. Les colonies espagnoles s'avancèrent toujours plus près du territoire Itza et de nouvelles routes à travers la jungle furent tracées. Certaines de ces routes furent trahies par des groupes indigènes alliés qui changèrent de camp dans l'espoir d'une protection ou d'un gain personnel. Introduits sans le savoir par les Espagnols, les éléments eurent affaibli de nombreux peuples de la région et provoquèrent des vagues de réfugiés qui isolèrent de plus en plus les Itzas. Pendant ce temps, la couronne espagnole préparait une conquête à grande échelle. La mission se voulait non seulement militaire mais aussi idéologique. Les prêtres, qui connaissaient bien la région, exhortèrent à une action immédiate. Ils décrivirent Tayassal comme un centre de la vieille foi dont l'influence devait être étouffée avant qu'elle ne puisse se répandre à nouveau. Leurs paroles furent entendues. Sur l'île même, les Itzas ressentirent le changement comme la tension qui précède l'orage. Des rapports faisant état d'éclaireurs, de troupes approchant, de nouvelles routes et de mouvements inhabituels dans les sous-bois parvenaient de plus en plus fréquemment à la cour. Les anciens conseils se réunissaient plus souvent, discutaient de plus longuement et débattaient avec plus d'ardeur. Devait-il négocier ? Devait-il combattre ? Ou faire confiance aux dieux qui les avaient protégés pendant des siècles ? Mais le Pétain garda le silence, et quelque chose de sinistre résonnait dans ce silence. Les Espagnols n'étaient plus seulement une rumeur lointaine ou de simples voyageurs. Ils furent repoussés. Ils étaient une force en marche, une puissance qui avançait pas à pas au cœur du dernier empire maya. Et lorsque leurs troupes atteignirent enfin les frontières d'Itza, l'inévitable confrontation de deux mondes aussi différents que possible commença. Le temps de l'isolement était révolu, la roue du destin se mit à tourner inexorablement. Lorsque les troupes espagnoles atteignirent enfin les rives du lac Petén Itzá en 1697, le moment que les Itzas redoutaient depuis des décennies était arrivé. La jungle qui les avait si longtemps protégés ne pouvait plus dissimuler les mouvements des conquérants. Des navires furent construits, des canons préparés, et le lac, jadis miroir silencieux des dieux, devint le théâtre d'un conflit inévitable. Pour les Itzas, la reddition était impensable. Tayassal n'était pas seulement leur foyer, c'était un lieu sacré, un symbole vivant de leur lignée et de leur dignité. Les guerriers se rassemblèrent sur les estrades des temples, leurs corps ornés des couleurs et des symboles des anciens rituels. Femmes et enfants se réfugièrent à l'intérieur de l'île, tandis que les anciens priaient les dieux qui les avaient guidés pendant des siècles. Les Espagnols, cependant, étaient animés d'une détermination inébranlable. Leurs bateaux glissèrent sur le lac en formation et lorsqu'ils furent assez près, lorsque les canons ouvrirent le feu, le tonnerre résonna sur l'eau et s'abattit contre les murs de la cité qui n'avait jamais été construite pour un tel affrontement. La guerre. Les Itzas combattirent avec courage, habileté et la fureur d'un peuple conscient que l'enjeu dépassait la simple possession de terre ou de pouvoir. Mais même eux ne purent l'emporter face à la poudre à canon et aux tactiques de siège éprouvées des conquérants. Lorsque les Espagnols débarquèrent enfin sur l'île, le chaos s'installa. Les rues de Tayassal, habituellement animées par le rythme de la vie quotidienne, devinrent le champ de bataille de combats acharnés. Certains guerriers tentèrent de s'emparer des derniers objets sacrés,
D'autres se jetèrent dans la mêlée, sachant l'issue inéluctable. À chaque bâtiment détruit, à chaque combattant tombé, il devenait palpable qu'un chapitre de l'histoire s'achevait. Pourtant, même au moment de leur défaite, les Itzá préservèrent quelque chose que les Espagnols ne purent de conquérir, leur dignité intérieure. On raconte que les derniers prêtres brûlèrent leur pacte sacré pour les protéger de la profanation et pour que les derniers guerriers tombent la tête haute. Tayassal fut finalement conquise, ses temples démolis, ses habitants dispersés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À l'ombre de sa disparition, un autre héritage naît. Les Itzá ont survécu à travers leurs récits, leurs chants et leurs rituels pratiqués en secret malgré les interdits. Leurs descendants ont préservé des mots, des gestes, des souvenirs, fragments d'un monde en train de s'effondrer. Le lac Petén Itzá porte encore leur nom, et dans ses profondeurs résonnent les échos d'un empire qui régnait jadis fièrement sur ses rives. La conquête de Tayassal n'a pas seulement marqué la fin du dernier royaume maya indépendant, elle a sonné le glas d'une ère, mais aussi l'avènement d'une nouvelle prise de conscience de l'importance de la résistance. Car toute civilisation peut s'effondrer, mais ce qu'elle lègue à l'humanité ne peut être anéanti par l'épée ni par le feu. Dans les ruines, dans les murmures de la jungle, dans le silence du lac, l'histoire des Itzá perdure. Non comme une défaite, mais comme un rappel que même face à l'anéantissement total, un peuple peut préserver son identité.